Bonsoir à toutes et à tous, incroyable, ça fonctionne. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Le Racing Café ouvre ses portes, j'espère que vous aimez la déco. Bon, si vous êtes des habitués de mes streams, vous connaissez la déco, donc de toute manière vous n'allez pas être tout à fait choqués. On va parler pendant un petit temps, et bien voilà, de sport mécanique, ça fait toujours plaisir, un petit peu tout ce qui s'est passé, et aussi d'e-sport, parce que vous l'avez reconnu en dessous de moi, en même temps j'ai mis son nom en énorme, donc si vous demandez qui c'est, vous êtes assez incroyable. Mais c'est ce cher Maxou Piat. Salut Maxime, comment vas-tu? Salut Michael, ça va très très bien. Alors j'ose espérer que mon son est assez correct pour tout le monde, mais voilà, j'ai voulu prendre un petit peu de temps avec toi pour discuter, parce que de un, ça fait longtemps, et de deux, on a pas mal de sujets intéressants avec ce week-end notamment. 24 heures du Mans virtuel, unique au monde, première mondiale. Bonjour iRacing. Donc voilà, pour vous dire que ce soir on va parler cash. C'est du jamais vu, jamais dans l'histoire du sim racing, quelqu'un a fait une course de 24 heures au Mans. Ce serait quand même incroyable de louper ça. Moi, j'avoue que, évidemment, j'ai regardé pour la parade aujourd'hui, et c'était calme. C'était pas fou aujourd'hui au Mans. Il n'y avait pas grand monde, j'étais très déçu. Pas trop d'affiches signées, hein. Ouais. Non, j'ai pas vu Niki Team, ça je suis extrêmement déçu, je ne comprends pas ce qui se passe. On rappelle qu'évidemment, les 24 heures du Mans devaient se tenir ce week-end, mais à cause d'une pandémie dont nous tairons le nom, évidemment, ça n'est pas possible, donc on va faire ça en virtuel, on vous en parlera en fin d'émission. Ça fait un super teasing évidemment, mais il y a du très très beau monde. Mais on va parler ce soir de Formule 1, de moto un tout petit peu, parce que vous savez que ces deux championnats du monde ont annoncé il y a très récemment leur calendrier. Alors, ce sont des calendriers qui ne sont pas tout à fait définitifs. Hein. On va essayer de rajouter des courses et vas-y, on va essayer de faire rentrer Imola au chausse-pied, ça va être assez merveilleux. On reparlera après également d'IndyCar parce que là au moins ce sont des gens qui ont roulé dans la vraie vie et on a oublié ce que ça faisait. Des gens qui oubliaient dans la vraie vie. Qui roulaient d'ailleurs dans la vraie vie parce que qui oubliait ça ne veut rien dire. Et puis donc on terminera avec ces 24 heures du Mans virtuel. Donc la Formule 1, on va vous mettre, alors parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement bien réalisé évidemment. La Formule 1 qui a donc présenté son calendrier, et je me rends compte que ce cher Maxou, ta tête est encore sur le calendrier, j'ai mal réglé tout ça, c'est encore formidablement fait ça. Michael, c'est extraordinaire. Le calendrier 2020 de la Formule 1. Voilà, à un moment donné, quand on ne sait pas faire des choses, on ne les fait pas. le calendrier 2020, alors oui, vous voyez, il y a beaucoup de fois le même drapeau, hein, clairement. On va commencer en Autriche le 5 juillet, puis on ira en Autriche le 12 juillet, il y aura ensuite le Grand Prix de Hongrie. Deux courses en Grande-Bretagne, le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d'Italie. Alors, on rappelle, il n'y aura pas deux Grands Prix d'Autriche ou deux Grands Prix de Grande-Bretagne. Il y a un Grand Prix d'Autriche, puis le Grand Prix de Styrie. Ça va être merveilleux. Et puis, le Grand Prix de Grande-Bretagne, et le deuxième Grand Prix s'appellera le Grand Prix du 70e anniversaire. Ça, c'est quand même assez étonnant. Je sais pas toi, Maxou, moi j'étais très déçu qu'il n'appelle pas ça le Grand Prix d'Europe. J'aurais franchement trouvé ça. Mais bon, malheureusement, visiblement, ils n'ont pas été très sympathiques du côté de la FIA. Qu'est-ce que t'en penses, justement, de ce calendrier? Moi, j'avais une remarque, et peut-être que tu la partages. C'est quand même assez fou de se dire que la Formule 1 déserte d'une certaine manière l'Europe depuis quelques années. Et finalement, son salut vient de l'Europe, puisqu'il n'y a que des courses européennes qui ont été annoncées pour le moment. C'est un petit peu le côté... Quand tu te fais mettre dehors, tu retournes chez tes parents. C'est un petit peu cette sensation de se dire que la F1 a été abandonnée par toute sa bande de potes et tu n'as plus qu'à rentrer chez toi et prier d'avoir encore un lit et des draps propres. C'est un peu ce que fait la F1 finalement. C'est retourner aux fondamentaux. Étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas d'autres circuits qui auraient pu revenir. On parle d'Imola, on parle du Mugello, mais ça reste quand même des pays qui sont très touchés par le Covid, l'Italie, l'Espagne. Donc, sincèrement... Oui, deux Grands Prix en Angleterre ne me dérangent pas. J'aurais voulu voir peut-être un peu plus de folie. On a parlé d'un circuit en inversé à Silverstone. Je pense que les infrastructures au niveau sécurité pouvaient le permettre. Aussi, un circuit comme Silverstone qui a des alternatives de tracé, un peu comme le Paul Ricard. Donc, sincèrement, on aurait pu faire des choses peut-être un peu plus travaillées. On est plus pressé par le temps, ce qui était le cas il y a encore quelques semaines avec le début de la pandémie. Donc, ils se sont retournés un petit peu sans prendre trop de risques. Après, c'est vrai qu'on parle de grille inversée, etc. Mais sur l'idée d'un calendrier comme celui-là, je ne vais pas dire que c'est un calendrier aléatoire que vous faites sur un jeu de Formule 1, mais c'est un petit peu cette idée-là, quoi. Donc, voilà, c'est faute de mieux, on verra. Et si, comme tu dis, au chausse-pied, on s'est calé un Mugello, un Imola, on va le faire. Mais sincèrement, voilà, on aura un premier Grand Prix de Styrie, pourquoi pas. Le Grand Prix d'Europe à Silverstone aurait été légitime, justement, parce que c'est le tout premier de l'histoire, ça aurait été un joli clin d'œil. Dire que c'est celui du 70e anniversaire, d'accord, mais bon, ça me paraît un petit peu rater une belle occasion, mais est-ce que ça aurait vraiment pu être une fête pour célébrer l'anniversaire, sachant que ils allaient être 40 dans le paddock? Voilà.
la fiesta va pas être à son comble, hein, clairement. On va pas inviter Patrick Sébastien pour chanter. Après, évidemment, ils auraient appelé ça le Grand Prix du Northamptonshire. Je peux dire que tous les diffuseurs internationaux auraient dit non. Hein, arrêtez, on ne sait pas prononcer. Voilà, on ne veut pas. Mais alors, c'est assez fou de se dire parce que j'avais dans une autre émission dit que c'est quand même dingue de se dire qu'on avait 22 Grands Prix cette année. On rappelle le grand record. Bon, il n'y en aura pas 22 du tout. Hein, on est en train d'annuler des Grands Prix à l'appel. On a encore eu l'Azerbaïdjan, Suzuka et Singapour qui ont été annulés aujourd'hui. Mais Singapour, quel dommage. C'est bête quand même. Hein, une procession de 2 heures. À un moment, il y a des feux d'artifice et tout. C'est chouette quand même Singapour. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire que voilà, on va aller chercher peut-être le Mugello, peut-être Imola. Alors Imola. Je sais pas toi, moi je pense quand même que niveau forceur on est très très bon parce que quand même dès l'annulation du Grand Prix de Chine, c'était en février, mais qu'on dit hey, on a bien fait un Grand Prix nous, on les a regardés, on dit mais il en reste 21, ça va, on peut gérer. Mais voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de voir des courses au Mugello ou à Imola qui sont 2 Grands Prix où franchement ça va pas se dépasser des masses, hein, on vous spoil mais c'est pas fait pour ça. Ah, s'il y a un DRS au Mugello, moi je suis pas contre. Hein. On n'a jamais connu la F1 le DRS et la F1 à Imola déjà. Donc, rien que là, il y a peut-être des possibilités. Je pense que le freinage de Tamburello peut être intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que le Mugello, t'imagines la grande ligne droite, ils arrivent au bout à 320, ils freinent, Verstappen plonge sur Grosjean, c'est une catastrophe. Ils finissent tous les deux dans le gravier parce que oui, ne croyez pas qu'il y a des dégagements en tarmac. Hein, au Mugello, c'est gravier, hein, donc ça fait un peu peur dans un sens. Donc peut-être qu'ils vont dire oui, c'est trop dangereux, on met pas de DRS, un peu comme le Rédillon par exemple. Je sais pas, sincèrement, je sais pas si on va y aller. Je suis déçu de ne pas avoir vu revenir Hockenheim parce que sincèrement, l'Allemagne qui a plutôt bien géré la crise pouvait se permettre d'accueillir un Grand Prix. Le Nürburgring aussi, ça aurait pas été choquant pour moi. Est-ce qu'il faut absolument faire 2 Grands Prix, donc 3 Grands Prix en Italie? On a déjà eu 2 Grands Prix qui se couraient sur le sol italien par le passé, mais 3 de mémoire, je crois que c'est inédit. Donc ce sera la saison des statistiques qui vont éclater. Donc je ne sais pas si le Mugello va vraiment être une plus-value pour le championnat. Je crois même que 3 Grands Prix, peu importe le pays, ça n'est jamais arrivé dans la même saison. Imola, on rappelle que c'était un circuit qui était déjà extrêmement étroit pour la F1 de 2006. Là maintenant, ce sont des bus, hein, donc ça va être quelque chose d'assez sympathique si jamais la F1 s'y rendait. Le Hockenheim peut encore peut-être accueillir la Formule 1. On nous propose un petit Manicourt, oui, pourquoi pas, pour plein de raisons, mais on ne les évoquera pas ici. Alors, il faut utiliser l'autoroute qui n'a jamais été refaite puisqu'elle a été construite et utilisée 12 ans, donc on rappelle les accès à Manicourt qui était le gros problème, mais la nationale. Finalement, on est allé au Paul Ricard où les accès sont extraordinaires et on a vu la première année. Je crois que des gens sont encore dans les parkings. Hein, ils ont loupé la fin de ils ont loupé le Grand Prix 2019 quand même, donc ils étaient sur place. C'est très triste. Mais alors, il faut rappeler aussi que pour accueillir un Grand Prix de Formule 1, il faut avoir le grade 1 de la FIA, c'est-à-dire que voilà, il y a des règles très strictes de sécurité à respecter. Par exemple, on propose Zolder. Je crois que Zolder n'a pas ce grade 1. Non. En même temps, vu la tronche de dégagement, je pense que ça aurait été assez fou qu'il y ait un grade 1 du côté de Zolder. Par contre, il y a un circuit qui a le grade 1 sur à peu près 47 configurations, c'est Bahreïn. Et Bahreïn va organiser un Grand Prix parce qu'ils n'ont pas encore annoncé le calendrier extra-européen, mais il y aura des courses à Bahreïn et à Abu Dhabi. Je vois déjà dans le chat... Je vois dans le chat la liesse absolue, bien sûr. Mais il y aura des courses. Et alors, à Bahreïn, il propose... Et alors là, je ne sais pas ce qui nous a fait Ross Brown, mais il propose une course sur un... Alors attention, je vais faire des énormes guillemets avec mes doigts. Un ovale. Voilà, alors pour lui, donc visiblement c'est un ovale. En fait, c'est un circuit qui fait tout le tour. En gros, donc c'est le début de Bahreïn. Et puis au lieu de prendre le deuxième secteur un petit peu plus sinueux, on va vers l'extérieur du circuit. Il y a quasiment que des lignes droites. Et ce deuxième secteur qui sera un petit peu plus en virage. Bon, pour eux, c'est un ovale. Bon, écoutez, faut pas trop en demander. On demandera son avis à Pierre Dupasquier, hein, voir ce qu'il en pense. Voilà, c'est ça, Pierre Dupasquier. Mais c'est impossible, on peut pas rouler là-dessus. C'est penché, ça marche pas. Ça tourne dans le même sens. Moi, au début, je croyais qu'il parlait du petit circuit à l'intérieur où il y a 2 virages. Donc c'est littéralement un ovale, mais c'est un truc... Non, c'est pas possible. C'est des routes d'accès, hein. C'est pas vraiment un circuit automobile à cet endroit-là. Mais non. Est-ce que ça pourrait être pas mal, justement, là, 2 Grands Prix à Bahreïn, certes, mais avec des configurations différentes, au moins ça changerait peut-être un petit peu les choses. Peut-être. J'ai jamais été excité par Bahreïn. Sincèrement, ça m'a jamais attiré comme circuit.
Oui, une pseudo-bataille avec Rosberg et Hamilton, enfin, qui a duré 3-4 tours et encore. Sincèrement, moi, ce que je retiens, c'est plus le flip de Maldonado avec Gutiérrez. C'est tout ce que je retiens de Bahreïn. Pour moi, il n'y a que ça à sauver de Bahreïn, avec peut-être, oui, des victoires Ferrari au tout début et des beaux duels. Il y a eu quand même quelques beaux grands prix, mais depuis, je crois que c'est 2004, Bahreïn. Je pense que si tu peux me citer 5 grands prix, non, j'arrive à 2, 3 et encore. Voilà, donc est-ce que 2 configurations c'est la solution? Non, ou alors ils reprennent le tracé qu'on a eu pendant 2 ans. Non, pas pitié, non, s'il vous plaît, non. Voilà, donc si ça passait déjà pas avec les F1 de post-2017, ça va pas passer dans les secteurs les plus sinueux. Donc, ok, un Grand Prix, d'accord, mais 2 à Bahreïn, non, épargnez-nous ça, s'il vous plaît. Alors après, ça encore Abu Dhabi à la limite. Bahreïn, depuis que c'est de nuit, les courses sont pas mal. Alors je ne l'expliquerai jamais. Il fait jour, tout le monde s'ennuie. C'est pas mal. Et il fait nuit, boum, il y a des batailles, il y a des, enfin voilà, les courses sont assez chouettes. Mais après voilà, ce nouveau circuit, peut-être c'est une opportunité parce qu'évidemment, tu le disais tout à l'heure, on a pensé à des grilles inversées, on a pensé à plein de choses pour essayer de pimenter un petit peu les deuxièmes courses sur les mêmes circuits, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'on va faire le Grand Prix d'Autriche, quand on va revenir une semaine plus tard pour le Grand Prix de Styrie, pour peu que les conditions météo soient identiques, le suspense ne devrait pas être extraordinairement présent. Burkhardt nous demande si Istanbul a encore le grade 1. Je suis même pas sûr je ne pense pas qu'Istanbul existe encore vraiment. Enfin, il n'a pas été extraordinairement entretenu. C'est pas Valence, rassurez-vous. C'est une piste utilisée par Honda, je crois. En tout cas, il y a un constructeur qui a racheté la piste, ou Toyota de mémoire, un constructeur japonais peut-être, qui a acheté la piste il y a quelques années et qui l'utilise comme test track. Donc, je pense que le circuit est, comme tu dis, peut-être pas dans l'état de Valencia, mais je pense qu'il est encore entretenu quand même. Donc, ce qui pourrait être possible, après, voilà, est-ce qu'ils pourront encore faire les ajustements? Après, je suis pas sûr que la Turquie soit véritablement intéressée aujourd'hui pour faire quelque chose. Le choix de la lettre que dit l'Oval n'a pas le grade 1. Si, non, mais alors, à Bahreïn, tous les circuits, toutes les configurations, le grade 1, puisque de toute manière, ils ont mis la piste. 612 mètres de sable et puis des murs, donc de toute façon, voilà, vous pouvez rien taper à Bahreïn quasiment, donc tout va bien. Le Paul Ricard aussi doit avoir 54 configurations qui doivent être grade 1, mais... Oh oui, clairement, oui. On a annulé le Grand Prix de France totalement. Ça, c'était assez... Pas de Grand Prix électrique, dommage. Et oui, électronique le Grand Prix, et le Grand Prix électronique. Mince, alors ça c'était formidable, ça aussi, le Grand Prix électronique du GIP avec Christian Estrosi, qu'on salue bien sûr bien bas. Évidemment, on l'apprécie beaucoup. Alors... Non. Non, évidemment, mais bon. Pour des besoins de neutralité, nous sommes obligés de dire que non, nous ne l'apprécions pas. Mais après... Voilà. Mais bon. On nous propose Losail aussi. Ah bah, alors allez-y, dans le chat, proposez des circuits sur lesquels vous n'aimeriez pas voir de la Formule 1, parce que non, vous n'aimeriez pas voir un Grand Prix du Qatar de Formule 1, ça je peux vous le dire. Déjà qu'un Grand Prix de moto, vous n'avez pas forcément envie de le voir. Alors le Grand Prix du Qatar de F1, je suis pas convaincu, très honnêtement. On va déjà essayer, donc on a ces 8 courses, on va en rajouter au moins... On va dire 3 du coup, 2 à Bahreïn et une à Abu Dhabi, plus peut-être encore d'autres choses. Extrêmement. T'y crois toi justement au fait qu'on pourrait avoir des courses un petit peu ailleurs? Bon, on a la Russie qui veut faire 2 courses, c'est entre les deux bien sûr, mais des vraies courses extra-européennes, une tournée américaine, t'y crois toi? Faut voir comment Trump va pouvoir gérer la suite, parce que pour l'instant, au niveau des gouvernements aux États-Unis, c'est pas dans le pic descendant, au contraire. Donc, aux États-Unis, ça fonctionne plus selon les États, tu le sais mieux que moi, en suivant les courses américaines depuis des années. On peut avoir une loi qui, c'est un peu comme les régions en Belgique, pour ceux qui savent. On peut faire 50 km et ne plus avoir du tout les mêmes conditions. Donc, sincèrement, aux États-Unis, je vois mal le Texas déconfinés parce qu'ils sont bien chez eux, ils sont bien entre eux, voilà. On va pas aller plus loin dans le débat, mais beaucoup de gens ont compris ce que je voulais dire. Donc, s'ils peuvent éviter de faire venir du Covid et les goûts et les couleurs, voilà. Donc, j'ai un peu peur pour le Texas. Par contre, c'est vrai que voilà, peut-être une piste comme peut-être Indianapolis finalement qui accueille l'Indy en version routier aussi. En configuration road, ça peut être intéressant. Un Daytona Road, ça peut être aussi intéressant. Donc, on commence à partir dans des choses absolument terribles, mais je pense que Daytona a quasiment le grade 1 de mémoire. Donc, ça peut être le cas. Mais je sais qu'aux États-Unis, voilà, comme on dit, ça légifère différemment selon les États. Donc, une tournée américaine, je ne sais pas. Une manche aux États-Unis, peut-être, mais où après, il y a les autres circuits sont de toute façon trop loin des normes F1. Ça part ni road américaine, ni road Atlanta, c'est à oublier directement. Ça peut être Facebook éventuellement, mais c'est normalement Indianapolis ou Austin. Alors Austin, donc le Texas,
accueillent, alors voilà, ils accueillent des courses américaines, ils ont accueilli IndyCar samedi dernier, ils vont accueillir un NASCAR, mais après, est-ce que l'international, ça va vraiment s'ouvrir? Indianapolis est en discussion pour 2021 déjà, alors je sais pas si 2020 est encore à l'étude, mais Roger Penske, lui, de toute manière, c'est un bulldozer. Donc, il est chaud. S'il veut accueillir la F1, il va accueillir la F1, et je peux vous garantir que ce serait un spectacle visuel. Alors, je dis pas qu'en piste ce sera extraordinaire, parce que ça reste le routier Indianapolis, mais visuellement, ce sera absolument magnifique, parce que vraiment, il a fait déjà plein de choses, Roger Penske, pour ce circuit-là. Du coup, évidemment, voilà, hein, cette crise qui nous fait toujours attendre ce début de saison. On est 12 juin, on attend toujours que ça débute, ce sera donc le 5 juillet. Mais Mercedes a ressorti sa voiture, de 2018 pour des essais à Silverstone, et on a pu voir, du coup, le début des petites règles qui seront obligatoires. Donc tout le monde avait son masque lors de ces essais chez Mercedes. On aura la distanciation sociale qui sera de rigueur, et Ross Brawn l'a annoncé aujourd'hui, il n'y aura pas de podium. Donc là, ce sera, on ne fera pas une cérémonie du podium. Alors ils ont évoqué quelque chose, genre on va mettre les voitures sur la ligne de départ à l'arrivée, et puis les faire sortir devant les voitures. Enfin voilà, ça va être assez étonnant. Toi, tu vois comment justement l'avenir du sport auto, parce que voilà, on peut un petit peu digresser de manière plus générale, parce que c'est quand même un sport où ça reste 55-60 personnes qui doivent faire fonctionner une voiture ou deux, et donc c'est très difficile de faire régner la distanciation sociale. L'avenir à court terme, moi, je le vois compliqué. Sincèrement, je pense que dans les 2 ans qui viennent, on va avoir des grosses séquelles de ce qui s'est passé. Au-delà des pertes humaines, évidemment, qu'on déplore malheureusement. Je pense qu'au niveau de l'organisationnel, on a déjà, le peuple et dans n'importe qui qu'on croise dans notre quotidien, des gestes qui viennent automatiser de gel, de masques, etc. C'est déjà présent dans certaines conditions, dans certaines parties du monde. Là, c'est devenu un petit peu la norme, et tout le monde s'y fait, mine de rien, même les claustrophobes, les asthmatiques, etc. Donc, sincèrement, je pense que la F1 et le sport auto en général va réussir à s'en sortir, parce que, il y a peut-être effectivement 50-60 personnes qui doivent gérer une voiture, voire plus dans certaines grosses équipes. On sait que beaucoup de choses peuvent être faites aussi depuis l'usine, donc on sait que pour Mercedes, il y a 1000 personnes qui monitorent quasiment à l'usine, j'exagère à peine, mais je pense que dans les 2 saisons qui viennent, avant véritablement un vaccin, on va garder ces normes-là, mais on y sera préparé. Donc je pense qu'on va s'en remettre de ce Covid-19, en tout cas en termes organisationnels, aux moyens logistiques, aux moyens humains, mais sincèrement, je pense qu'avant début 2021, les choses vont être encore faites à tâtons, à l'expérimental. Est-ce qu'on va restreindre l'arrivée des mécanos, peut-être équipe par équipe sur le paddock? Enfin, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup plus réglementé. Ils peuvent pas arriver en bus, hein, c'est pas comme une équipe de football, on doit laisser 1m50. Hein. Donc 60 personnes, ça fait pas mal de bus. Voilà. Sincèrement, je ne sais vraiment pas comment les choses vont évoluer. On va découvrir en même temps que les organisateurs les contraintes que ça va poser déjà ici en Autriche. Donc il y aura déjà du remaniement pour la 2e semaine. Pour Silverstone ou pour Spa, ça va aussi avoir aussi des conséquences. Donc peut-être un aménagement du calendrier, donc peut-être tout sur une journée. On en a parlé aussi avec des essais au matin, une qualif après-midi et une course pour peut-être réduire l'impact déjà oublié le vendredi pour que les gens ne doivent pas venir et repartir plusieurs fois. Donc sincèrement, je peux pas dire que je vois l'avenir de manière négative ou restreinte, mais au contraire, on va vers du mieux et on va apprendre à vivre avec cette situation en sport auto, quelle que soit la discipline. Voilà, je prends l'exemple du WRC, la Finlande qui a annulé, il y a 3 pays qui sont sur le bord de la route, et c'est très très facile de gérer les spectateurs dans ces conditions-là. Donc je trouve que l'annuler n'était pas forcément nécessaire. Maintenant, voilà, chaque pays a ses raisons, a son gouvernement qui applique ou non certaines règles. Donc voilà, je pense que ça va se soulager avec le temps et on va pouvoir reprendre petit à petit l'habitude, mais pas avant 2 bonnes saisons, je crois. Vraiment. Effectivement, le WRC, c'est un désastre, hein, on peut le dire comme ça de manière assez folle. C'est-à-dire que tout est annulé, enfin, plus rien ne va pour le WRC. Mais alors, par contre, ils sont en train de chercher des alternatives de partout. Ça parle de rallye en Estonie, donc Tanak va être très content. Oui. Ça parle d'un rallye, du rallye d'Ypres en Belgique qui deviendrait rallye du championnat du monde avec une dernière spéciale à Francorchamps. Voilà, là c'est de l'ordre. Pour l'instant, on imagine que c'est de l'ordre du délire, mais si ça se passe, ce serait absolument. Madame Maillet sur le coup, je crois. Oui, voilà, notre chère CEO du circuit sport Francorchamps, effectivement, Nathalie Maillet, qui, elle, dès qu'il y a un gros événement à aller chercher, elle va le chercher, elle va faire les contacts préliminaires. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que voilà, c'est d'elle que vient l'idée notamment du MotoGP à Spa-Francorchamps. Ça n'est pas fait, hein, ça je peux. Bien sûr. Ça n'est pas fait. Si ça se fait, ce serait un coup absolument incroyable. Exceptionnel, oui.
Mais déjà le WRX qui a été récupéré à Mété, par exemple. Bon, là, on parle un peu plus belge, mais c'est vrai que voilà. En France, il y a d'autres circuits qui auraient pu accueillir. On parlait du Paul Ricard, mais c'est vrai que voilà, Manicourt, c'est pas insensé non plus. Donc, pourquoi pas faire venir la Formule I sur des circuits routiers? D'accord, mais des circuits classiques, ça peut se faire aussi. Hein. Moi, je serais pas choqué de voir une manche de Formule I sur une version courte du Paul Ricard. Bien Ça sûr. ne fait pas du tout, tu vois. Donc, voilà, il y a toujours moyen, entre guillemets, de s'adapter, mais vous le savez, hein, question contractuelle, sponsoring, etc., droit d'utilisation des pistes. Mais La liste est longue. c'est le contre-coup positif, parce que voilà, dans toute situation, il y a quand même toujours du positif, c'est que on a une créativité maintenant qui s'est lancée. Tout le monde essaye un petit peu de se contenter, de contenter tout le monde, donc il y aura des contrats qui vont être moins chers peut-être aussi pour accueillir la Formule 1. Bon, on a par exemple Imola qui a dit, mais nous, il n'y a pas de problème, on accueille la F1. Par contre, on ne paye pas un centime, mais voilà, on vous offre la piste, il n'y a pas de problème. Mais là, peut-être qu'il y aura de nouvelles manières de faire, ça peut quand même créer des bonnes choses pour les sports mécaniques. Maintenant, reste à voir évidemment à quelle vitesse le monde d'avant va reprendre ses droits, et ça peut aller très très vite hein, dans le sport auto. On a pensé d'ailleurs, voilà, puisqu'on parle un petit peu niveau sport auto d'avant, l'argent bien sûr aussi qui est très cher. On rappelle, pensez à Jean Alesi qui a revendu sa F40 pour pouvoir financer une saison de son fils en F2, et franchement, c'est ce genre de choses. On voit ça d'un côté, c'est assez cocasse pour nous, mais bon, imaginez que si Jean Alesi en sa période de F1 doit vendre quelque chose, imaginez les autres papas. Hein. Et une F40 de Jean Alesi, ça se vend pas à 1 million, hein, sachez-le. Donc c'est que vraiment, il fallait le faire. On rappelle, en F2, faut, pour être dans une bonne équipe et faire une bonne saison, c'est 4 millions et demi. Hein. C'est ça. Pour une saison de F2, pour ce prix-là, vous faites une grosse saison d'IndyCar, vous faites des saisons d'Indy Lights à ne plus savoir quoi en faire, même si évidemment il n'y a pas de saison d'Indy Lights cette année. Enfin voilà, c'est des prix évidemment en Europe qui sont devenus assez fous. Je pense que la F3 maintenant on doit être autour de 1,5 million, 2 millions d'euros. Donc c'est peut-être l'opportunité, cette difficulté que nous traversons tous, peut-être de mettre un petit coup de frein, dire écoutez, voilà, on va faire en sorte que le sport auto soit un petit peu plus abordable. Mais on verra un petit peu évidemment comment ça va progresser. Un petit mot aussi parce que la moto a présenté son calendrier que je vais vous présenter tout de suite. Alors là maintenant, j'espère que vous aimez l'Espagne, hein, parce que là vous allez vraiment plus savoir comment faire. On débutera le 19 juillet avec le MotoGP avec le Grand Prix d'Espagne à Jerez, puis on ira le 26 juillet à Jerez pour le Grand Prix d'Andalousie. Alors il y a le Grand Prix de République tchèque à Brno, l'Autriche et la Styrie sont là, voilà, ça c'est comme du côté de la F1. Il y aura le Grand Prix de Saint-Marin à Misano et le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Misano aussi. Là, vous sentez que les noms, ça commence à être compliqué, rassurez-vous, c'est pas fini. Grand Prix de Catalogne à Barcelone, le Grand Prix de France au Mans, le 11 octobre, et ça, ce sera quand même vachement chouette. Et c'est super que l'équipe... Avec les pneus à clous. Voilà, il va faire un temps dégueulasse, mais ce sera vraiment super qu'on puisse avoir ce Grand Prix de France. Et les équipes de Claude Michy ont très très bien travaillé pour conserver le Grand Prix de France moto. Ensuite, il y aura le Grand Prix d'Aragon et puis le Grand Prix du Teruel. C'est toujours au Motorland Aragon, tout ça. Donc là, le Teruel, on aura tous découvert ce que c'était. Et puis on a les deux dernières courses. Si vous voulez faire un visa pour les fines, c'est maintenant. Hein. Là, vraiment, il va être utile. Si vous voyez, hein, du 18 octobre au 15 novembre, il y a 4 courses en Espagne, allez-y, hein, c'est le très bon moment. Puisque ça se terminera avec le Grand Prix d'Europe et puis le Grand Prix de la communauté valencienne à Valence. et ils nous ont annoncé 4 courses, là j'avoue que je ne sais pas trop comment ils ont fait. Ils ont annoncé le Grand Prix des Amériques à Austin, le Grand Prix d'Argentine à Termas de Rio Hondo, le Grand Prix de Thaïlande et le Grand Prix de Malaisie. Mais ils doivent être confirmés avant le 31 juillet. Ils n'ont pas de date, ils ne sont pas sûrs d'être organisés, mais voilà, en tout cas, la moto a pris toutes les dispositions. On sait que le MotoGP, c'est le premier organisateur à avoir annulé beaucoup de courses, à avoir annulé son Grand Prix au Qatar, enfin, le Moto 2 et Moto 3 ont roulé, mais pas le MotoGP, à avoir annulé la Thaïlande et plein d'autres épreuves, donc ils essaient toujours d'être en... L'Australie, c'est dommage, pardon, je te coupe, mais l'Australie, Phillip Island, ça peut être aussi un endroit très sympa, et je pense pas que l'Australie soit tant touchée que ça. Pour le coup, donc d'ici fin d'année. En plus, là-bas, au niveau novembre-décembre, ça doit être vivable plus qu'autre chose. Donc, peut-être voir aussi comment ça se passe de ce côté-là du globe d'ici fin d'année. Mais c'est vrai que voilà, si on fait 4 back-to-back avec les 4 grands prix que tu as cités, va falloir dormir dans l'avion, hein, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On rappelle que la moto a l'habitude de faire sa tournée outre-mer en fin de saison, où c'est 3 grands prix de suite en 3 semaines, où c'est Australie, Japon et Malaisie. Donc le Japon a déjà été annulé. L'Australie, le gros problème, c'est qu'à cette époque-là, en fait, c'est que Phillip Island, c'est en bord de mer, et le temps, en octobre-novembre, c'est un désastre. Les pilotes le disent eux-mêmes, ils veulent à tout prix que la course de MotoGP... Mais c'était ironique, hein, c'était pas... Mais c'est de se dire...
J'adorais un Grand Prix de F1 là-dessus, mais là c'est extraordinaire. Là, Lewis Hamilton, alors, toutes les 3 secondes, il met j'ai pas de température dans ses pneus, ils sont morts, Bono. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dédiera sa victoire à Niki Lauda. Comme toujours. La plus belle de sa carrière, devant le meilleur public du monde. Et moi, j'y pense, moi, Lewis Hamilton, comment va-t-il faire? Il va sortir au Grand Prix de Styrie, il va saluer la foule qui n'existe pas. Et vous êtes les meilleurs fans du monde, mais vous êtes en carton-pâte parce qu'on aura rempli. Alors, par contre, est-ce qu'on va avoir droit? Alors là, je vais partir un petit peu à l'ancienne, mais au syndrome Hélène et les garçons, à savoir, enfin, syndrome AB Productions, est-ce qu'on va avoir des faux publics? Parce qu'on sait que, par exemple, pour la Ligue espagnole BBVA de football qui reprend, ils vont utiliser des enregistrements de FIFA pour mettre une ambiance de public pendant les matchs. Et l'Allemagne fait ça aussi. La Bundesliga, Sky diffuse avec des fausses voix, donc ça gueule quand il y a un but, ça gueule quand il y a des fautes. C'est assez bizarre. Alors, c'est assez bizarre. J'avoue que j'ai regardé un petit bout, justement, par curiosité. On l'oublie vite. Quand l'ambiance sonore est bien faite. Mais honnêtement, c'est la F1 époque Liberty Media. Je pense que ce ne sera pas forcément très bien fait. Si ça peut rassurer les gens, vous regardez Question pour un champion, ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus de public, et pourtant il y a de l'ambiance. Voilà. Sincèrement, ça donne pas mal. Moi, je vois pas... Enfin, je trouve que c'est moins important sur du sport auto, puisque le bruit des moteurs est là pour ça. La NASCAR, par exemple, n'a plus de fans, et voilà, ils ont pas mis de bruit. L'IndyCar non plus. Vous allez me dire, une course d'IndyCar sur ovale, de toute façon, ça ressemblait déjà fortement à un huis clos, donc ils n'ont pas eu à faire beaucoup de changements là-dessus. Et Dieu sait que j'adore l'IndyCar, hein, donc. Mais voilà, je pense que c'est moins choquant une course en public en F1. Alors après, évidemment. Faut que le réalisateur aussi prenne ça en compte. Si c'est pour nous faire, comme d'habitude, un dépassement puis un plan sur le public pendant le dépassement, là ça n'ira pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc je pense qu'ils adapteront. Il y aura peut-être des moyens de faire des nouveaux angles de caméra qui sont un petit peu plus inventifs pour peut-être pouvoir un petit peu changer tout ça. On a en tout cas vraiment hâte que ça commence. Je pense que tu es d'accord. Moi, je sais pas toi, mais moi, rien que toutes les petites vidéos qu'on voit partout, j'ai eu notre ami Martin Buzinaro qui était notamment au circuit Spa-Francorchamps aujourd'hui. Enfin, tous ces petits bouts où ça revit, où il y a du monde à la course, on est très content. Ah oui, clairement, et ça commence à se voir un petit peu partout, en France, en Belgique, et sincèrement, c'est bête, hein, mais pour avoir vécu depuis le mois de septembre-octobre l'absence totale de présence sur circuit, ça nous manque. C'est un peu comme des supporters qui ne vont pas dans un match de football. Moi, je suis pas bien, j'ai fait une dépression, et c'est pas exagéré, sincèrement. J'ai une phase où vraiment, là, je suis en manque, vraiment, parce que je pense que comme beaucoup de gens, quand tu vas sur un circuit, que ce soit, peut-être toi et moi, on l'a fait dans des conditions plus professionnelles, différentes que le grand public, mais moi-même, quand je me retrouve pendant les 24 heures de Spa avec Matt Harkin en tribune qui est 2h du matin et que je suis noyé, ça me manque vraiment. Donc voilà, j'ai hâte que les bruits, les odeurs et les ambiances et le lieu aussi soient de nouveau accaparés par les fans, parce que franchement, ça nous manque, et c'est vrai que là ça devient vraiment, vraiment long, quoi. On espère que ça reprendra le plus vite possible. Moi je t'avoue qu'ici au Mans, on a plein d'événements en fin d'année. La fin d'année va être épique, mais ils sont pas encore sûrs de ne pas les faire à huis clos, et moi j'avoue que des 24 heures du Mans à huis clos, ce serait d'une tristesse pour nous qui vivons sur place. Encore une fois, à la télé, on le remarquera pas énormément, même si ça fait partie de ces courses, le Mans, où je pense que le public est assez indispensable. C'est comme si vous... Mais oui, mais le Mans, ce n'est pas que la course. Le Mans, ok, il y a 250 000 personnes en tribune, mais c'est une parade, c'est un pesage, c'est quand même beaucoup d'événements hors circuit qui sont, entre guillemets, justifiés par la présence du public. Donc c'est compliqué de se priver de tout ça et d'avoir un déroulé classique. On sera à une autre période de l'année aussi. On rigolait avec Philippe Island il y a quelques minutes, mais c'est vrai que le Mans, à cette période-là, c'est comme les 24 heures de Francorchamps au mois d'octobre. Je donne pas cher de la peau de certains si la pluie tombe, et ça arrive d'être compliqué. Donc l'aspect sécurité commence à clignoter un petit peu dans la tête de certains, et c'est vrai que ça devient délicat. Je peux dire que les 24 heures de Spa, quand il va faire 2 degrés le matin de la course, ils vont pas être déçus. Oui. Parce que même si on parle... va être content. Voilà, même si on parle de la fameuse arrière-saison qui est toujours très belle, mois d'octobre à Spa-Francorchamps, c'est pas le cas. C'est pas, on en a fait quelques-uns. Pour rappel, cette année, les 24 heures de Spa, le vendredi c'était 43 degrés, le samedi c'était 14. Voilà, et on parle pas de piste. J'ai eu un coup de soleil et un rhume. C'est formidable, mais c'est l'expérience aussi. C'est important, tu reviens avec plein d'expériences différentes, et ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette, mais pour avoir fait, parce que tu sais bien, pour avoir fait des wrestling festivals, des 24 heures de chevaux, des événements en octobre à Spa-Francorchamps, faut prévoir la doudoune. Et puis, parfois, un petit rayon de soleil la nuit, il va faire 12-13 l'après-midi, et ce sera vachement bien. Mais en tout cas, ici au Mans, alors effectivement, tu disais le pesage qui a déjà été annulé, donc ça va être
aussi quelque chose de difficile pour la ville. C'est toute une économie qui vit et c'est voilà pour ça fait 3 ans maintenant que je vis ici, puisque ça n'est un secret pour personne, j'habite vraiment juste à côté de la place de la République, donc là où il y avait le pesage. Moi j'entendais le pesage le matin en me levant, et c'est vrai que ça va être tristoun quoi, hein, de devoir tout aller faire au circuit. Bon, c'est mieux aussi bien sûr au niveau de la sécurité. Bon, on espère bien sûr qu'il y aura des fans présent pour les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa, un petit peu tout ça. Il a neigé l'an dernier en WEC, nous rappelle fort justement Burgrill, ça c'était assez formidable, le WEC à Spa-Francorchamps. Au mois de mai, il a neigé 3 fois dans une course de 6 heures, c'est assez extraordinaire. Ce sont des conditions très belges. Burgrill qui nous dit, raillé entre spectateurs, les merguez et la bière me manquent. Mais bien sûr, ça c'est limite l'extra sportif qui est encore mieux, c'est tous ces moments de partage avec des passionnés qui sont assez fous et qui nous manquent énormément. On espère que ça reprendra le plus vite possible dans le respect des normes de sécurité, mais voilà, si tout le monde continue de faire bien attention, ça devrait se passer et on devrait pouvoir se retrouver autour d'une bonne bière sur un circuit ou d'une boisson évidemment sans alcool. Il faut boire avec modération, bien sûr. Mais